Donc, Alfonso, nous t'avons reçu, je ne sais plus à quel mois, mais il n'y a pas très longtemps, Ouais, je me rappelle pas, c'était en en janvier? janvier, Non. en janvier, ouais. Et nous avons commencé à faire un petit tour des régions d'Argentine, et c'était tellement passionnant qu'on n'a pas pu tout voir, d'où cette deuxième invitation aujourd'hui. Ouais. Oui, et bon, je reprends un peu si vous voulez. Alors, si je fais une récapitulatif rapide, j'avais dit que le folklore, plutôt, moi je dirais, dit en français, ce serait plutôt musique traditionnelle argentine, pour éviter la certaine connotation que le mot folklore peut avoir en français, qui n'est pas du tout la même qu'en Argentine. Et je dis ça, c'est une musique vivante, en fait. Le folklore argentin, c'est une musique qui représente la population actuelle de l'Argentine. C'est une musique qui parle des choses, de la vie quotidienne des gens de maintenant. C'est quelque chose qui a une fonction identitaire, une fonction des témoignages de la vie quotidienne et aussi de la vie communautaire, donc de la vie politique. Et ça a toujours été comme ça, d'ailleurs. Les premières, les premières références qu'on a de la musique traditionnelle argentine, c'est pendant la guerre de l'indépendance, le moment de l'indépendance, le moment où il fallait une définition identitaire urgente et claire pour ce peuple métis qui était en train de se construire. Et après, elle est revenue très forte encore à chaque moment de l'histoire où il y avait un besoin d'affirmation identitaire, où il y avait un besoin de témoigner d'une situation sociale, par exemple, très fort. Donc, pendant toute l'époque de la dictature, la musique, le folklore a fait partie de la résistance, un peu. A toujours eu une fonction de témoignage. Ce qui fait que ce ne soit pas un type de musique figé et qui suit des normatives canoniques fixes. C'est quelque chose qui bouge. Donc, on appelle folklore à ce que les gens qui le jouent appellent folklore au moment où ils le font. Donc, voilà, vous pouvez trouver un groupe de jeunes qui jouent avec des instruments électrifiés, avec des ordinateurs, je ne sais pas, comme vous voulez. Et ils s'appellent ça des folklore, ils font du folklore. Et donc, ils résistent toute normative canonique, elle est plutôt liée à, à être une musique qui représente le peuple. Et il est né de ce peuple-là, comme je disais autrefois, c'est né d'un métissage, donc nous, c'est un peuple métis, métis. On a trois, trois éléments fondamentaux, je vous avais dit, il y a donc l'envahisseur ou les conquéreurs, ou enfin, il y a l'influence européenne qui est fondamentale et centrale, évidemment. Il y a l'élément de peuple originaire qui reste plus ou moins présent selon chaque région. Et il y a l'Afrique. Il y a l'élément super important qui a été la population africaine amenée de force. Et chacun des éléments de ces trois sources a apporté quelque chose de fondamental à cette musique qui est justement, qui a une fonction de construction identitaire. Donc, les peuples originaires, on le retrouve dans notre musique, de toutes les régions, et dans n'importe quelle combinaison de ces trois sources desquelles je vous parle. Et on va trouver des gammes qui viennent de peuples originaires. On va avoir des métriques très irrégulières parfois. Les instruments, les aérophones, les percussions, et l'esprit de la musique, l'essence des locations de la musique folklorique, et à cause de cet élément apporté par le peuple originaire, la musique dans certaines régions se joue pour des occasions particulière, et elle a du sens seulement quand elle est jouée
à cette occasion-là. Hein. Et l'élément espagnol et européen en général a été évidemment l'harmonisation, la langue, la poétique et largement l'instrumentation. Donc, ça a été central. Et l'Afrique, il a amené l'élément catalyseur, je ne sais pas comment on dit, et tout ça, a apporté un dispositif de construction collective, une forme de construire la musique qui ne ressemble en rien du tout à celle de la tradition européenne, ni à celle de la tradition du peuple original. C'est une construction agonistique, c'est une construction de polyrythmie, une construction d'opposition, et l'idée c'est de construire un objet musical ensemble à partir d'un jeu d'opposition rythmique. Ils sont incorporés des éléments comme la clave et des polyrythmies. Et ça a été l'élément qui est présent partout, dans toutes les régions aussi. On avait parlé un peu de tout ça. J'avais dit qu'il y avait des familles rythmiques qui étaient présentes dans chaque région folklorique. Et on avait largement parlé d'une des familles rythmiques. Je disais que c'était celle de la chacarera, qui représente le rythme des plus. C'est la cellule, représente la cellule rythmique des plusieurs des styles ou des formes musicales qu'il y a dans le folklore argentin. Moi, je dirais que c'est la famille de la chacarera. Là-dedans, on trouve des rythmes, je vous avais dit, comme les gatos, comme des danses, comme le gato, comme l'escondido, comme le bailecito. Ils partagent tous la même formule rythmique. Et j'avais nommé l'autre grande famille, c'est celle de la samba. Mais on ne l'avait pas développée. Et peut-être on va parler un peu de cet univers-là rapidement, si vous voulez. Et je voulais dire d'autre. Oui, j'avais parlé aussi de ce qui s'est passé avec le rythme binaire et les 3-3-2. On avait parlé un peu de ça. On peut aussi toucher tout ça. Moi, je voudrais parler un peu, vous montrer des choses, peut-être vous faire écouter des choses, pas tellement des enregistrements, parce qu'on m'a dit que ça passe pas très bien, vous verrez. Mais sinon, je vous montrerai avec la guitare, si je me rappelle les paroles, des choses. Et voilà. Donc, il y a cette famille de la samba qui inclut d'autres rythmes comme la cueca, comme la tonada. Et il y a une région en particulier qui exploite beaucoup cette forme de polyrythmie, qui est la région des Cuyos, comme on dit les choses. Et si vous vous rappelez, je vous avais montré ça la dernière fois. Je vais montrer ça, ce petit plan de l'Argentine. Hein. Si vous voyez, là, Buenos Aires est là. Hein. Uruguay, Carmen, est là. Donc, Buenos Aires. La région des Cuyos es esta que está acá. Hein. C'est l'ouest, c'est le centre-ouest de l'Argentine. C'est la région où il y a la ville la plus importante, Mendoza, la province centrale de cette région de Mendoza. Il y a d'autres provinces autour qui font partie de la même région culturelle, c'est San Luis, plus ici, San Luis et San Juan plus au nord. Et voilà, c'est les trois provinces dans la distribution politique actuelle, dans la géographie politique actuelle et de la région cuyana. C'est une région qui est très marquée, la source forte, importante, c'est l'Espagne, c'est la musique espagnole. C'est une région très ancienne de l'Argentine, donc une région qui est là, qui a été présente depuis le début de la colonisation. À l'époque de l'indépendance, ça a eu une importance énorme. C'est le lieu d'où San Martín, qui a libéré à peu près l'Amérique du Sud, est parti traverser la cordillère des Andes. C'est la partie la plus haute de la cordillère des Andes, d'ailleurs, juste là. Et c'est une région qui est très connue un peu partout par sa production des vins. C'est une région viticole très, très importante. Et musicalement, si je commence à rentrer un peu dans les détails,
extérieure de la chose. Après, je rentre dans la rythmique un peu plus, je vous explique les différentes formes, les différentes rythmiques, et comment, comment elles se font et à quoi elles correspondent. Mais déjà, la chose la plus remarquable, c'est l'instrument, et je dirais l'instrument, le seul pratiquement qui occupe toute la place, c'est la guitare. Mais c'est la guitare, non, c'est les guitares, dans toutes ces possibilités. On a la formation traditionnelle pour jouer cette musique, c'est 2 guitares, comme celle-là, guitare normale, et le guitarron, qui est comme celle-ci, mais accordé une carte plus grande, et le requinto, qui est un peu plus petite que cette guitare-là, et qui a accordé une carte plus haute. Donc ça ouvre toutes les possibilités, on dit le rang, la tessiture, la tessiture d'un orchestre. Hein. Ça va des graves du guitarron au très aigu du requinto. Ça se joue à la façon, pas espagnole, à la façon des morts, en fait, à la façon africaine espagnole. Hein. C'est à l'époque, la population espagnole qui est venue à l'époque de la conquête, c'était beaucoup de population morte, c'était des gens qui étaient dans les après la longue occupation arabe dans la péninsule ibérique, l'édile, c'était on laissait sortir les gens qui étaient dans les prisons, et c'était tous d'origine arabe, on les laissait partir, et nord-africains, on les libérait de prison s'ils voulaient bien s'engager, aller à l'aventure, à la fin du monde. Donc ils partaient, évidemment, c'était plus tentant de monter sur un bateau, même en risquant tout, que de rester dans les prisons. Donc ils partaient. Donc la population espagnole qui est arrivée, en fait, c'était les 2 ou 3 Espagnols qui étaient envoyés par le roi, mais le reste, c'est une population d'origine nord-africaine très, très forte. Donc tout ça pour dire, en Afrique du Nord et dans la tradition maghrébine, on joue les ouds, qui est un peu l'ancêtre de notre guitare, la première forme de guitare qu'on a eue, nous, là-bas, la vihuela. Il les joue avec un médiateur, un grand médiateur, et toujours jouant vers les bas comme ça. Et c'est comme ça qu'on joue. Donc on a gardé cette façon de jouer, très marquée. Si la guitare ne jouait pas à la façon espagnole, avec les doigts, et pas la façon gitane, sinon à la façon nord-africaine. Et la forme de jouer de la guitare, l'école des guitares des Cucho a marqué tout le reste des écoles de guitare du pays. Dans le tango, qui est très important, la guitare, hein, la guitare c'était l'instrument du tango pendant longtemps. On s'est à garder, l'accompagner par les guitaristes et aux grands personnages guitaristes de tango, comme Grela, par exemple, c'est leur référent. Ils viennent de la région des Cucho. Tous ces gens-là, beaucoup parmi eux venaient de cette région des Cucho. Palorma, ou les grands compositeurs de cette région venaient de la région des Cucho, et il y avait cette façon de jouer la guitare. Donc, ils ont beaucoup marqué toute la technique la guitaristique argentine. Et voilà. Ça, c'est l'instrument. La guitare est un instrument harmonique, donc il y a un développement harmonique très riche dans cette musique, il est très riche harmoniquement. Il y a une tradition de chants harmonisés aussi, hein, à 2, 3 ou 4 voix. Il y a toute une forte tradition. Et il y a 3 rythmes principaux, les 2 desquels font partie de cette famille rythmique de la samba que je vais vous expliquer rapidement. Il y a la tonada, c'est le rythme unique, le seul endroit où on fait la tonada, c'est dans cette région-là. La cueca, un type de cueca, la cueca cuchana, qui a une singularité, et par la forme et par la façon d'être joué. Et le gato qui est le rythme universel. Le gato, c'est un des plus anciens rythmes traditionnels qu'on a, et on les trouve partout dans toute la région. Hein. Et
la musique, elle est très présente dans toutes les occasions. Il n'y a pas une réunion en couche où on ne sort pas les guitares et on joue. Il y a tout un rituel, toute une façon. Et chaque type de musique sert à quelque chose. Hein. La tonale, c'est la musique de dialogue, de remerciement, bref, c'est des moments chaleureux. Toujours autour du vin, on boit énormément et du bon vin en plus. Et, et on dit que bon, la tonale occupe cette partie un peu spirituelle, réflexive, parfois émotive, du moment, des moments musicaux, des moments de la rencontre. Après, on dit que la cueca, c'est l'invitation. Ça a à voir avec le rapport de une danse. La cueca est déjà une danse. La tonale n'est pas une danse, on écoute. La cueca est une danse, est aussi une danse. Et une danse, mais aussi, c'est une musique qu'on écoute. Donc, on dit que c'est le moment de l'invitation. Et les gâteaux, c'est le moment le plus festif, c'est le moment de la réponse positive. Donc, on a la cueca qui est l'invitation et les gâteaux qui est la réponse positive à cette invitation. Donc, je rentre un peu de détail de la rythmique, du groupe rythmique samba. Hein. La samba, elle partage, comme tous les autres rythmes terneurs, et cette polyrythmie que je vous avais rapidement expliqué autrefois, qui mélange 3, 4 et 6, 8. Hein. Donc on avait ça, on avait 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 6, 1 en même temps. Hein. Vous me suivez? 1, 2, 3 et en même temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Et ça, c'est les 6, 8. Les 6, 8, il a deux accents, le premier temps et le quatrième. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 4. Les 3, 4, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et dans la samba, il y a ça, comme il y avait dans la chacarera, beaucoup plus lent, beaucoup plus à 6 sur le. Par exemple, je ne sais pas. Je sais pas. Le rythme, c'est ça. Là, je suis en train de jouer une samba qui s'appelle La Pobrecita. Je ne sais pas pourquoi elle m'est venue à la tête là. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai fait dans les aigus les 1 et les 4 du 18. 4, 4, 4. Et dans les graves, j'ai fait le 2, le 2, le 3 et le 3, 4. 1, 2, 3 et 1 et 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Et ça serait pas pertinent de jouer seulement les 18 ou les 3-4. Si je fais ce même samba ou une autre, je fais par exemple une samba que vous devez connaître, j'imagine. Alfonsina y el mar, peut-être vous la connaissez celle-là. Hein? Ça, non? Par exemple, je fais ça. Moi, là, je le joue en mélangeant les deux, non? Mais si je le jouais seulement en 6-8, ça ferait.
ça ressemble à rien. Hein? Donc, on a besoin, la mélodie, elle est clairement, si je fais. Mais toute seule, sans une rythmique qui joue exactement le contraire de ça. Donc, 1, 2, 3, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que la mélodie, elle prend du sens quand il y a quelque chose qui s'oppose fortement à elle. C'est là où je dis, c'est ça le dispositif africain, l'agonistique, l'attention. Hein? Si je le chante, je fais. Je suis en train de chanter ainsi de suite. Mais je suis en train de jouer en 3-4. Je fais 1, 2. 2. Et c'est ça qui lui donne cette tension fait créer quelque chose d'aérien, quelque chose qui est tout le temps sur le point de se déplacer et de tomber. Hein? Ça, c'est l'intérêt de cette polyrythmie. Bon, on les trouve dans la samba. Je peux vous faire. Ça peut être très clair, genre dans une samba que j'ai une liste de samba, bon, je n'oublie pas laquelle ça peut être. Ça, par exemple, il y a deux types de samba. Il y a la samba carpera, c'est la samba pour être dansée, où cette polyrythmie, elle est très claire tout le temps, c'est rapide, ça c'est dense. Et après, il y a la samba chanson, où tout ça est internalisé de façon beaucoup plus fine, mais il faut qu'elle soit là tout le temps. Hein? Je vous montre un petit bout des deux choses pour que vous voyez la différence. Hein? C'est une samba qui s'appelle la serrillana. La serrillana. Les serrillas. En localité. Okay. Con la pollera enjuta las trenzas largas te vi pasar. Y ahí nomás a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. Y ahí nomás a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. Desmonté de caballo, me puse cerca, vamos a quetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. ¿Cómo olvidar de cerrillos si por culpa tengo mujer? Morena serrillana, con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para Sergio te llevaré. Là, j'ai fait la moitié à la samba. Hein. C'est deux couplets et un refrain. Et vous voyez le rythmique. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et au même temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est une petite magie. Et tout le temps comme ça. Parfois, je fais des petits passages où j'appuie les 1, 2, 3, 4, plus les 6. Parfois, je fais 1, 2, 3. Très clairement, je oscille, je passe de l'un à l'autre, mais je garde cette tension tout le temps. Hein? C'est les samba qui se dansent. Celle-là, par exemple. Samba carpera. Et après, il y a toute cette autre dimension qui est très intéressante, en fait, de la musique folklorique, c'est le côté chanson à texte, hein, qu'on trouve aussi. C'est aussi le cas du tango à partir d'une certaine époque. C'est aussi le cas d'autres musiques latino-américaines comme les bossa nova, par exemple. Et donc, où les textes et la musique sont imbriqués d'une façon très, très particulière. Mais la singularité dans le folklore, c'est que ça s'est fait, cette imbrication des textes et musique, comme dans la chanson française. C'est le cas prototypique des chansons à texte, où on ne peut pas délier les paroles du texte. Ici, c'est curieux, c'est intéressant parce qu'on a un peu le corset, on a un peu
on est un peu cadenassé à être dans la rythmique, dans la polyrythmie et dans la forme. En plus, c'est une danse chorégraphiée avec une forme fixe. Mais en même temps, on a les textes et il faut les suivre. Donc, il faut jouer contre la contrainte de la forme qui est préétablie et fixée et dans la polyrythmie qui est permanente et l'effet d'avoir une musique qui est entièrement au service du texte. Hein. Et là, on a eu des grands poètes, ce n'est plus des paroliers dans ces cas-là, c'est vraiment des poètes de la chanson traditionnelle argentine. On a eu, dans le cas de la samba, des sambas, on a eu des grandes, surtout la province de Salta, qui est comme par exemple, c'était Dávalos au Castilla, qui c'est par exemple, je fais un bout de samba si je peux. Je pense qu'il est difficile pour moi. Je ne sais pas si j'arrive à chanter un peu, je le fais. C'est la samba de Leguizamón, un grand musicien, et Castilla, poète. Il s'appelle Samba de Lozano. Lozano est un petit village sous la cordillère des Andes, sous la quebrada de Humahuaca. Et un des endroits où le carnaval, en suivant la tradition ancestrale, a une importance très, très grande. C'est une petite histoire de carnaval, une histoire d'amour de carnaval. Là. Regardez comme la rythmique va être plus subtile et plus. Je ne fais pas tous les coups. Et 1, 2, 3. C'est très aérien. Ciel agir de Jujuy, camino a la puna, me voy a cantar flores de los tolares, bailan las cholitas del carnaval. Flores de los tolares, bailan las cholitas del carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal y están los remolinos en los arenales de y están los remolinos en los arenales de Llanto de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde anda? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los dólares, bailan las cholitas. Ouais, on peut le faire encore plus lentement, avec plus d'espace dedans. Mais vous voyez que la rythmique elle est beaucoup moins évidente, beaucoup moins lisible que dans l'autre type de samba. Et c'est là où on rentre vraiment dans les domaines de cette combinaison, de cette famille rythmique, qui est quelque part plus riche que celle qu'on avait vue avant, que c'était la chacarera, le gato, parce que les autres étaient plus rapides, la combinaison rythmique est plus stable et plus permanente, la polyrythmique tout le temps. Ici, elle est suggérée, parfois elle est tacite, parfois elle est dite, parfois elle est soulignée, parfois elle est contredite presque. C'est beaucoup, ça exige un niveau d'intériorisation de la polyrythmie beaucoup plus grand. Dans une chacarera, si vous vous souvenez, moi j'étais... ou bien 1, 2, 3, 1. La polyrythmie était là, mais tout est plus régulier, plus. C'est vraiment une fonction de danse, et tout est plus régulier. La samba, tout est beaucoup plus dans l'air. C'est qui le rend beaucoup plus difficile pour la danse aussi. C'est pas la même chose dans une chacarera qui est chorégraphiée. On peut la danser plus ou moins maladroitement, on arrive.
Una samba, la samba, on ne danse pas, on marche. On la marche, la samba, on la vit. Il faut la dire, il faut la dire. Autant quand j'essayais de dire les textes, vous avez vu quand j'ai chanté, chez Phrase en fonction du texte. Et dans une chacarera, les phrases, c'est plutôt un jeu rythmique, on fait un jeu polyrythmique. Donc là, on rentre dans une autre dimension. Dans cette dimension beaucoup plus lyrique, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus, je ne sais pas, il participe d'une autre forme d'inspiration. Évidemment, c'est le type de formules rythmiques qui a séduit los cuyanos. Ce sont des gens qui boivent beaucoup du vin, donc du coup, ils sont dans un délire plus, ils sont dans la muse créative. C'est un type de lyrisme qui marche très bien avec ça. Donc voilà, donc je rentre à couche directement là. Et couche, on a la tonada, qui participe de cette formule rythmique. Et la tonada, c'est un peu le blues argentin, un peu comme la samba chanson. C'est, je sais pas, quel parallèle on peut faire. Vraiment l'important, c'est les paroles, c'est les textes, c'est la poésie et une forme des poésies qui est très espagnole, très espagnolisant dans la métaphorique, dans tout. Parfois, on dirait Garcia Lorca, je sais pas, il y a des choses beaucoup plus anciennes. Ça a l'air de certaines couplets aux cantines espagnoles qui ont cette espèce de poésie pure, populaire. Je ne sais pas. Il y a beaucoup, ils sont très anciennes. Hein. Bon, le rythme, déjà. Le rythme, c'est. Bon, ça participe de la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. On a les 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4. Hein. On a les troisièmes temps de 3, 4, de 1, 2, 3. Je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein. Donc la polyrythmie est là. Il a une singularité, c'est qu'il joue fort cette deuxième croche. Ça, c'est pour le musicien un peu. Hein. Et il s'accentue la deuxième croche du 6-8. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ce qui est curieux, ce qui est intéressant, parce que la deuxième croche du 6-8, ce n'est pas un temps qu'on accentue habituellement. Hein. Et ça, c'est une espèce d'élan. Et là, je fais un peu rapide, un peu à la façon des tonades synchronines. Mais ça peut être beaucoup plus lent. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a une très vieille tonade anonyme, ancienne, avec un texte qui sonne pour moi très, très espagnol. Vous, les Espagnols, vous me direz, Léon, toi. Ça s'appelle Quien te amaba ya se va. Et on a trouvé des références de ces textes, des textes de ces chansons, dans des écrits très anciens, pré-indépendance. Et après, on connaît la tonade avec ces mêmes paroles, donc on estime qu'il le jouait comme ça aussi à l'époque. Donc c'est Quien te amaba ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Se acabaron tus tormentos, ya se va tu aborrecido. Se acabaron tus tormentos, ya se va tu aborrecido, supuesto que otro ha venido. Se sienten doblar campanas, si sienten doblar campanas, no pregunté quién murió, que
estando mi amor ausente, ¿quién ha de ser sino yo? Que estando mi amor ausente, ¿quién ha de ser sino yo? No pregunté quién murió. Il y a d'autres couplets, mais ça va comme ça. Il y a cette façon de répéter la première partie du couplet, la façon même grammaticale qui est très, très, très épanouissante. Et vous voyez, c'est la tonade, à ces moments-là, elle s'arrête. Là, on improvise un vers pour l'occasion, ça s'appelle el cogollo. El cogollo qui veut dire le bouton, comment dire, les fleurs, avant qu'elles naissent. Les fleurs, un bouton, on dit comme ça? Je sais pas, el capullo. Le bourgeon. Voilà, le bourgeon, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est jamais el cogollo. Et c'est ce qu'on dit pour ouvrir la deuxième partie de la chanson. Et c'est toujours quelque chose qu'on fait pour honorer la personne à la maison. En général, la dame qui nous reçoit. Et ça se continue par une tournée de vin pour tout le monde. Et on donne déjà à boire aux musiciens qui boivent et qui continuent avec la deuxième partie. Ça, c'est la tradition dans la tonade. Il y a, bon, je vous fais notre bout de tonade. Et celle-là, je vous fais des trucs archi traditionnels. Là. Ça, c'est une tonade de Jorge Viñas. Jorge Viñas, c'est un des grands guitaristes, des grands compositeurs de musique. Ça s'appelle Mendoza, Madre de Vendimias. La thématique, je voulais dire, la thématique souvent dans les tonades, c'est le vin, évidemment, et tout ce qui a à voir avec justement, comme je vous disais, c'est un témoignage de la vie populaire, de la vie de tous les jours. C'est une musique assez rurale en général, et donc ça parle beaucoup de la vigne. Hein. Autant dans les tonades, dans les cuecas, dans tout. Donc, Mendoza, Madre de Vendimia. Tengo una tonada nueva, tengo una tonada vieja, se pelean por ser bellas, porque me hablan de mi tierra. Mendoza, madre de vendimias, siento tu montaña repartida al aire. Y qué tontería si estando en ciudades yo no recordara mi crecido valle. Y qué tontería si estando en ciudades yo no recordara mi querido valle. Tengo una tonada añosa, tengo una tonada de esas que se nombran por sí solas, mendocina su conciencia. Mendoza, madre de vendimias, sueño tu montaña repartida al aire. Y qué tontería si estando en ciudades yo no recordara mi crecido valle. Y qué tontería si estando en ciudades yo no recordara mi querido valle. Voilà, il y a les cogos qui viennent que je ne vais pas faire parce que je suis incapable de l'improviser pour honorer Sylvia qui nous accueille. Et Mais voilà. c'est très beau. Il y a des commentaires d'ailleurs dans le chat Ouais. Ah qui bon. dit on adore, quelle démonstration géniale. Et c'est vrai que c'est très beau. Hein. Oh, merci. Il y a une question, que signifie le mot tonade? Dans ces contextes-là, tonada, c'est le nom de ce type de musique. On nomme tonada, donc à ce rythme-là, à cette forme musicale de la région des Cuyo,
On dit tonadas aussi à la façon de chanter le chant a cappella avec la caja dans les provinces de Salta, de la Rioja. Et tonada, je pense que c'est un nom plus ou moins populaire de plein de formes musicales un peu partout. Ce ne serait pas étonnant qu'en Espagne aussi, on parle de tonada ou tonadilla. Donc c'est ça. Après, la tonada, nous, on utilise le terme dans notre sens. Il y a une tonada, quelqu'un qui a une intonation, un accent quelconque, une tonada espagnole, je ne sais pas comment dire. Mais tonada en tant que nom de forme musicale, c'est ça. Pour nous, pour les chanteurs, la tonada, c'est ça. Cette musique-là des couilles. D'accord. Il y avait une autre question. Tonada et cueca sont aussi présentes au Chili, juste derrière Cucho. Sont-ils musicalement cousins? Oui, ils sont beaucoup plus que ça, ils sont de la même famille, ils viennent du même endroit. Pas tellement la tonade. La tonade, elle est plus quelque chose, à cette façon de la jouer, plus singulière des côtés argentins et dans ces traditions, dans ces façons d'être jouées. Et sûrement, ils le font aussi en Chili. Par contre, la cueca, la généalogie, la cueca dans laquelle je veux donc profiter en répondant à ta question pour rentrer, la cueca, elle descend bien de la première forme de polyrythmie façon africaine, métisse, sud-américaine, qui on la trouve à Lima, à Pérou. À Pérou, ça a été le premier endroit, le premier lieu de métissage, le premier lieu de création d'une culture sud-américaine. C'était très important. C'était le premier vice-royaume a été à Pérou, à Lima, à la recherche de l'or du Pérou, évidemment. Ils sont allés là, les Espagnols d'abord. Il y avait une culture régionale très, très, très forte. Il y avait l'Anka, sans aller plus loin. Donc, le métissage qui s'est formé là, c'était très fort. Et ils ont amené une quantité énorme d'esclaves, eux, dans la ville de Lima, concrètement dans la ville de Lima. Et donc, à la ville de Lima, ça a été une espèce de centre de création métisse culturelle très fort. Et ils ont créé, eux, ce premier rythme qui synthétise le 6-8 et 3-4 à notre façon, qui s'appelle la samacueca, écrit avec Z, famacueca. Et la famacueca a été prise par les Chiliens qui avaient pour les liens du Pacifique, hein, ils avaient si je vous montre, vous voyez, hein, de ce côté-là, il y a Chili qui est tout petit, fin comme ça, presque insignifiant, les Chili, je veux dire. Non, c'est une blague ça. Donc, ils sont là, Santiago de Chile est là, et Lima, elle est là, hein, là. Donc, évidemment, un lien très fort culturel entre le Chili et le Pérou. Ils ont donc importé la samacueca et de là, elle a passé tout de suite à Mendoza. En Chili, la cueca, la samacueca est dérivée clairement dans une chose très rythmique qui se joue même avec des percussions, avec pandero, comme la musique espagnole, et elle est très liée à la danse. Donc, elle est devenue moins chanson qu'en Argentine. Elle est moins riche harmoniquement et peut-être poétiquement en général que du côté argentin, mais elle est beaucoup plus riche rythmiquement. Elle est intéressante rythmiquement, vraiment. Et ça se joue avec des percussions et d'autres choses. Et une façon de danser, il y a 10 000 types de cueca et de cordilleranas et de rythmes dérivés au Chili. Nous, on a gardé la cueca, qui représente, c'est quelque chose qui est entre les deux, entre la tonada et le gato, pour dire, de trois rythmes. C'est quelque chose de... Et le rythme de la cueca à la façon cuchana, c'est le rythme de la samacueca elle-même. C'était ça. Un, deux, trois, quatre, on a le 6-8 et le 3-4 très clairement. Hein? Donc c'est les 6-8, il est marqué par les tchaks, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Et tous les autres coups appartiennent au 3-4, parce que 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1 et 2, 3. Boum, je fais. Donc, c'est très proche de la samba. La samba que je faisais tout à l'heure, c'était. Là, je lui ai
Raison pour laquelle ils sont clairement de la même famille. Hein. La cueca, à la façon donc de la région des couches, se joue lentement. Là, je joue plutôt rapide. C'est une cueca plutôt rapide. Ça se joue en tonalité majeure. Elle est assez lente. Et nous, il y a aussi la cueca. J'avais parlé de l'autre type de cueca par rapport à la région du nord-ouest. Hein. Dans le reste, plutôt en limite avec la Bolivie, on trouve des cuecas en Bolivie et en Pérou. Et rien à voir, la cueca boliviana, pero no sé. C'est la même rythmique. Hein. La forme elle est presque pareille. Dans la cueca cuyana, c'est. Je vous fais un petit exemple. La forme, elle est légèrement différente si jamais il y a des musiciens qui s'y connaissent ici. La cueca, il y a cuyana, à différence de la cueca traditionnelle norteña, du reste des cuecas, et elle a une forme particulière. Dans le premier couplet, il y a une répétition de plus. Il y a 16 mesures au lieu de 12, c'est la forme habituelle. Hein. Bon, c'est un petit détail. Mais ça marque une différence par rapport à la danse. Donc, on ne danse pas de la même façon la cueca cuyana que la cueca, l'autre en général. Et elle se danse beaucoup moins. Hein. Si dans une peña on joue une cueca norteña, beaucoup de gens la savent danser. Pour la cueca cuyana, c'est une autre affaire. Et dans la danse, si bien il est sauté, sautillé un peu, le pas, ça se saute, hein, c'est pas comme la samba qui se marche. Il y a un côté dans la cueca cuyana un peu de ces jeux de regard, ces jeux de séduction un peu plus fins, comme dans la samba. Hein. Après, je vous fais un petit bout de cueca super traditionnelle cuyana qui parle de ce qu'il faut qu'elle parle d'une bonne cueca cuyana. C'est du vin, évidemment. Ça s'appelle Cueca de la Viña Nueva, de la nouvelle vigne, comme on dit, cueca du Beaujolais nouveau, quoi. Ouais, du vin nouveau. Du vin nouveau, oui. Je me la rappelle. Esas que se guardan en los techos. Dulcecita como cuelga de esas que se guardan en los techos. Es la esperanza una cosa que baila en el surco abierto. Usa las cepas por botas y se ata con los sarmientos. Usa las cepas por botas y se ata con los sarmientos. Saca el espicha la bordaleza, que la jarana recién empieza. Lo poco es mucho, lo mucho es nada. Todo depende de las heladas. Saca el espicha la bordaleza, que la jarana recién empieza. Voilà. Un petit bout de la deuxième partie, c'est trop sympa. Para el vino de la casa, 5 hileras dejaré. Para el vino de la casa, 5 hileras dejaré. Y según la vieja usanza, pisau a pata lo haremos. Y según la vieja usanza, pisau a pata lo haremos. Ya se me hace que vendimia pensando en mi viña nueva. Alegre como una niña cuando a una
una fiesta la llevan, alegre como una niña cuando una fiesta la llevan, saca el echa la bordaleza, que la jarana recién empieza, lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo depende de la cena, saca el echa la bordaleza, que la jarana recién empieza. Voilà, c'est una cueca cuyana, qui a cette fonction d'invitation. Hein? Et voilà, si vous voulez, bon, la cueca, c'est tout un univers. Il y a je vous invite à aller écouter, je pourrais vous montrer les choses enregistrées, mais je ne suis pas sûr que ça marche bien. On peut essayer des groupes qui jouent avec des guitares comme il faut. Oh, si j'ai un petit bout, attendez, je vais essayer de vous mettre un petit bout. Si ça marche, ça marche. Oh non, voilà, je vais vous introduire plutôt pour écouter les guitares un gâteau. Hein? Je vous montre un gâteau cuyano joué par un groupe, le groupe traditionnel, ça s'appelle Alfonso Izabal. Et c'est pas parce que moi je m'appelle Alfonso. Lui, Alfonso, c'est son nom de famille. Et voilà, son classique. Je ne sais pas si les sons il est bon, vous allez me dire. Le son il est un peu pourri, je suis sûr. Mais vous voyez l'idée, donc il y a une guitaron qui joue dans les grains, qui fait ça. Et là, qui joue là, avec deux guitares qui jouent harmonisées, et le requinto qui joue dans les aigus. Et là, on a quatre guitares, et c'était ça l'idée en fait. Et, les gâteaux sont, comme je vous disais, c'est le rythme de toute l'Argentine. Là, les groupes, je répète le nom parce que quelqu'un me pose la question, c'est Alfonso y Zavala, con Z. Z-A-V-A-L-A. Alfonso, comme moi, Alfonso y Zavala. Ils ont fait des milliers de trucs. C'est pas forcément ni les plus virtueux, ni les meilleurs enregistrements, parce que c'est un peu vieux, mais c'est archi classique, c'est la façon. Et ce sont des guitares, vous allez le retrouver. Imaginez qu'au lieu de jouer ces rythmiques, polyrythmiques complexes, ils jouaient en tango. C'est ce son-là qu'on trouve dans les guitares de Gardel ou de Grell. C'est ces traditions-là. Elle est née en couche, elle sort de là, et c'est là où on trouve les guitaristes les plus merveilleux, en fait. Et surtout l'harmonisation des guitares. Hein. Et non, pour un gâteau, si je vous montre un gâteau pour finir, moi, je vous montre un gâteau surero, un gâteau qui vient plutôt de la région de chez moi. Mais vous voyez comment c'est pour les rythmiques. Les gâteaux, du coup, je laisse un peu pour la fin parce que il n'appartient pas à la famille de la samba comme rythme, c'est le seul qui est hors de ces groupes rythmiques. Donc, ça appartient plutôt à la famille de la chacarera. C'est le plus rapide. La chacarera, c'est les... Et là, c'est plus en l'air, c'est plus nerveux le gâteau. Hein? Et la forme n'est pas la même de la chacarera. Et le gâteau cuyano, comme dans le cas de la cueca, n'a pas exactement la même forme que les gâteaux normaux. Pour les danseurs, il y a une première partie, il y a deux A et deux B au début. Hein? Il y a deux,
il y a 4 mesures de plus dans la première partie, quoi. Hein, après, si ça vous intéresse, je vous explique plus en détail, mais c'est une singularité gâteau. Je vais vous faire un demi-gâteau surero qui ressemble beaucoup à l'estilo Kushan. La façon de jouer. C'est des gâteaux en tonalité majeure, ils sont rapides, ils sont espiègles, ils ont la même. Je vais vous faire un petit bout d'un gâteau de chez moi qui s'appelle Sencillito y de alpargatas. Humble et en espadrille. Sencillito y de alpargatas. Tengo rancho retacón de barro pintado para guitarrear y cantar, bola de pato el fuego para churrasquear, poder refranear y matear, es de acacia en la cumbrera pa' que jineten los vientos, sencillito y de alpargata, es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prienda que no se parezca al dueño. El lunes una noche larga se agencia pa'l cielo raso, sencillito y de alpargata, es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prienda que no se parezca al dueño. Se le habla planado el piso con mudanza de malambo. Sobre la frente se echa el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar, es un mojón de humildad, bueno como el pan puestero y patrón cobijar, bostezando está en la puerta pa' que entren sin distingo, sencillito y de alpargata, es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prienda que no se parezca al dueño, y le agradezco al Creador que con su gracia divina, sencillito y de alpargata, en mi rancho le prevengo, porque no conozco prienda que no se parezca al dueño, que ha crucificado en barro por no quitarle la vida. C'est hyper syncopé, ça bouge, ça c'est danse de façon très. Bon voilà, donc c'est. Voilà, je pense que c'est tout là. Si vous avez des questions. Hein, oui, il y en a une. Pourquoi ça s'appelle gâteau? Ah, ça c'est la question du million. Aucune idée. Pourquoi? Gâteau, ça veut dire chat. C'est le chat, hein, l'animal. Donc gâteau. Bah oui. On peut parler maintenant. Hein? On peut parler maintenant. Allez-y. Sylvia, dis-moi. Non, moi je ne voulais pas poser la question, mais Sylvia a insisté. Mais si, demande pourquoi ça s'appelle gâteau. Je dis, c'est pas grave. Mais ça m'a toujours intriguée. Mais c'est très intriguant. Mais c'est la question que je me suis posée pendant très longtemps. Je n'ai pas trouvé une réponse satisfaisante en fait. Mais c'était aucun rapport avec le chat, t'es sûr? Mais ben non, je ne crois pas. Bah, je ne vois pas comment en fait. Les madrilènes s'appellent gatos. Ben, d'accord, mais quand même. Et pourquoi ils s'appellent gatos, justement? Peut-être, c'est un rapport. C'est un truc qui vient d'Espagne, une étymologie qui m'échappe parce qu'il appartient à la culture espagnole. C'est fort probable, je ne sais rien en fait. Ah bon. Il faut faire une recherche. C'est espiègle, ça vaut, je ne sais pas, moi, mais toute réponse que je peux donner, ça va être tirer les cheveux et pas crédible. Donc, tant qu'à faire, je ne réponds pas. D'accord. Ouais. Donc, le mystère est entier. Mais c'est extraordinaire ce que tu nous racontes et ce que tu nous chantes. On reste sur notre faim, on a envie de tout connaître. Sylvia, il faut continuer peut-être, non? Enfin, c'est à toi de voir. Ah bah pourquoi pas, moi je suis tout à fait d'accord. C'est extraordinaire. Vraiment, le monde parisien du tango et finalement de la musique sud-américaine, il y a des gens qui prennent des cours de danse folklorique argentine. Ils ne viennent pas là. Je trouve ça dommage, tout simplement dommage. Donc il faut qu'on arrive à le faire connaître. Enfin, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde, tu sais. Si, parce que quand les gens ne connaissent pas, ils ne s'intéressent pas. Il faut faire connaître pour que les gens s'intéressent. Ouais. Les gens, ils ne se doutent pas de ça. Non, ça reste une musique traditionnelle, régionale, qui représente une culture quelconque. Pas tout le monde a un intérêt anthropologique non plus, Léon. Si, je ne sais pas. Moi, ça me parle. Est-ce que ça a nourri le tango?
par exemple, pour venir remettre de l'intérêt général. Pour le coup, oui. La musique traditionnelle, en général, a nourri le tango, puisque le tango est aussi une musique traditionnelle, ça c'est clair. Et le tango, il a suivi un peu la même logique et il a eu au début la même fonction. Il a eu une fonction identitaire très, très forte. Il fallait, le moment fort du tango, ça a été, il y avait le tango avant la Guardia Vieja, le tango avant qu'on sache quoi que ce soit lui, il existait, mais on ne sait pas grand-chose justement. Et c'était un tango qui parlait des choses de tous les jours, de la vie quotidienne, et avec des paroles plutôt, voilà, parfois. Grivoise. C'était pas si, c'était pas l'idée, c'était pas de faire de la poésie forcément. Mais c'était une musique de témoignages de la vie quotidienne. Au moment où il y a une énorme immigration européenne, c'est devenu un élément identitaire fort. C'était un peu l'immigrant pour pouvoir s'intégrer, il fallait qu'il passe par la case tango, il fallait s'approprier de ça. Donc il a commencé à thématiser le tango, thématiser comme un élément identitaire, comme quelque chose qui représentait quelque chose. Avant, on ne parlait pas, on disait le tango, c'est la musique de Buenos Aires, c'est nous, regardez, nous on parle du quartier et des choses qu'on parle à Buenos Aires. Parler des choses que les gens parlent tous les jours plutôt. C'est devenu, le tango a commencé à parler du tango, donc à parler de ces sujets, de ces thématiques fétiches à partir du moment de la grande migration, à partir du moment où il est devenu un élément identitaire fort. C'est à partir de ce moment-là que le tango a commencé à s'éloigner de l'univers du folklore. Et le folklore, il est resté lié à parler des choses de tous les jours. Le folklore ne parle pas du folklore. Il parle des choses, il parle de l'objet qui est en face, qui c'est la vie quotidienne. Le tango, il parle du tango. Et il est devenu un peu un miroir. C'est un jeu de miroir, un peu, le tango. C'est une singularité qui lui a permis d'avoir une poétique très singulière, très unique à lui, et qui lui a permis de s'éloigner du folklore. Mais par contre, il s'est nourri. Donc, au début, au moment où il s'est construit, et rythmiquement, il s'est construit à partir de ces mêmes jeux de polyrythmie, ces mêmes jeux de tension. Dans le tango, il y a ça. On a une rythmique super claire, super stable, qui marque. Et les phrases, il a une mélodie qui pousse, qui essaye de tirer, de s'éloigner de la rythmique. C'est jamais un truc qui va coller. C'est pas le tango. Le tango est déjà ce jeu de tension. Et déjà cette polyrythmie qui est très, de mon point de vue, c'est un héritage africain très fort parce que c'est une logique de construction collective musicale qui n'est pas consensuelle. Hein. C'est pas comme la musique traditionnelle qui venait d'Europe, c'était on est tous ensemble, on joue tous ensemble, on fait la mélodie, si on joue fort, on est tous forts, si on est piano, on est piano, si on fait un son velouté rond, on fait tous là, si on fait un son aigre, on fait tous la même chose. Dans la musique traditionnelle européenne, dans la tradition classique et savante aussi, et le jeu de jouer ensemble, c'est l'idée de s'accoupler le mieux possible. La logique de la construction de la musique des chambres, c'est ça, de faire un seul instrument de tous les instruments. L'orchestre, c'est d'être un seul instrument. Et le mieux c'est réussi, le mieux ça sonne, le mieux on a trouvé l'objectif musical. Dans notre musique, la construction, elle est en tension. Si tu fais ça, je fais ça. Si tu joues aigu, je joue grave. Et je ne joue pas en même temps que toi, je joue. Si tu es un 6-8, je joue un 3-4. Si tu phrases, alors ma rythmique est super stable, dans les tangos par exemple. Si tu phrases pas, la rythmique, elle peut faire des espaces et les instruments jouent super piqué. Il y a cette dispositif de construction agonistique. Et pourquoi tu dis que c'est africain? En quoi c'est africain parce que cette polyrythmie, on ne l'avait pas nous, elle n'était pas présente ni dans la musique européenne, ni dans la musique amérindienne, mais elle était fortement présente dans la musique africaine. La musique africaine est une musique qui s'est faite collectivement.
Il n'y a pas de virtueux, de virtuosisme, il n'y a pas de solistes. Les constructions, les tambours sont super codifiés, elle est très, très, très complexe. Et c'est une construction où parce que tu fais ça, je fais ça, c'est culture guerrière, c'est culture qui construisent l'objet commun à partir d'un jeu d'opposition, n'est pas d'un consensus. Ils ne sont pas tous en train de taper le même rythme en même temps, les Africains. Jamais. Il y a un qui fait un truc et l'autre qui fait autre chose. Donc, Et alors, la musique amérindienne, dans ce cas-là, elle a quel type de construction, à ton c'est avis? une construction, et les rythmiques traditionnelles sont très simples, mais ils sont une façon rituelle d'accompagner un texte. C'est une musique qui est dissée des choses. Donc, le côté chanson à texte nous vient un peu, nous, du côté amérindien. Il y avait un texte qui s'est lissé sur une couche rythmique qui était toujours égale. Avec quel type d'instrument pour avoir cette rythmique? Des membranophones très, des petits cajas, des petits tambours plats. C'est des petits tambours, oui. C'est chaud comme ça à côté. C'est des vers qui s'improvisent, donc ils se disent, c'est un peu des trans poétiques. C'est super intéressant parce que le rythme des paroles, là, le rythme est fait par le texte, par les paroles. Il y a un texte rythmé qui se chante et qui ne s'arrête jamais. Les rondes, des couplets, là, la nuit dure des jours entiers. C'est un espèce de trans poétique. C'est un truc très super intéressant, à différence de trans des percussions africaines qui sont multiples et qui créent une espèce de trans à partir de ce jeu des tensions, et ça crée une espèce d'état d'esprit très singulier. Cette construction, cette trame très chargée, très tendue tout le temps. Dans le cas de la musique amérindienne, c'est un trance qui s'obtient à partir d'un jeu. C'est beaucoup plus spirituel, quelque part, c'est plus lié à la parole, en fait. Et donc, nous, on a évité ça, le fait de mettre des paroles dans la musique. Le folklore, il est chanté avant tout. Et ça Alfonso, une question. Tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, le tango avait été influencé par cette musique traditionnelle argentine en général. Moi, je savais, et je dois l'avouer par toi, que la grande influence du tango, c'était plus la milonga campera, mais tu as l'air de dire que c'est plus large que ça. Est-ce que… Non, je suis en train de dire, la milonga campera, c'est un super bon exemple de métissage, de fonction métisse, où on a ces jeux tout le temps. On a les 3-3-2 viennent de la milonga campera, justement, qui est une façon de jouer contre les 4. Je fais 1, 2, 3, 4, les 3, 3, je fais 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tac, 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 tac. C'est très, très rythmique. La construction, elle est très polyrythmique. Et dans le chant de la canto surero, c'est extrêmement comme ça. Le chant, il y a beaucoup le texte, hein, c'est super important. La poésie, il y a le phrasé qui va contre la rythmique. Il y a tous les éléments qui vont être dans les tangos après. Et après, le tango, il s'est enrichi par un ancêtre commun. La milonga, elle est née en grande partie de la chose africaine, de candombe. Nous, on appelle ça candombe. À l'époque, c'était d'autres rythmes. Candombe, c'est une nomination relativement récente d'une espèce de métissage de rythmes africains, des nations africaines qui sont retrouvées, ils ont créé un rythme local qui était le candombe, mais qui est très, très africanisant. Ça a marqué la milonga et ça a marqué le tango aussi. Alors, quand tu dis africanisante, c'est ce que tu évoquais au début, c'est-à-dire l'Afrique du Nord? Non, ou vraiment l'Afrique noire. C'est très concrètement l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est là où les Espagnols allaient chercher ces esclaves. Ce n'est pas les mêmes endroits où ils allaient les Portugais. Donc, l'Afrique de l'Ouest, tous les rythmiques de l'Afrique de l'Ouest sont ternaires. Parce que tu as dit au début, tu as parlé quand même de tous ces gens qui venaient d'Espagne. De l'Afrique du Nord. Ouais. Et voilà, d'Afrique du Nord. On pense. C'est la même influence. Ces gens-là, ils représentent l'Espagne dans les trois sources que j'ai notées. Ouais. D'accord. Tu les ramènes même si c'est intéressant à étudier, parce que dans la musique nord-africaine, il y a déjà cette culture, ces métissages.
si vous allez dans le sud du Maroc, si vous allez à Ouais. Essaouira ou à Agadir, vous avez déjà tous ces polyrythmiques qui sont là. On a l'Afrique noire et le sud de l'Europe mélangés. Et on a, du coup, c'est drôle parce que le rythme qu'il faut, les darbouka, on entend dans l'Afrique du Nord, c'est déjà les 3-3-2, il est déjà là, la fusion, elle est déjà là. Ça sonne différent de chez nous, mais déjà la polyrythmie, la fusion, elle est déjà là. Donc, tous ces mélanges, moi, c'est hyper caricatural quand je dis qu'il y a 3 sources, comme si c'était coupé à couteau. Et il y a un jeu d'influences et de mélanges, et toute explication est une construction fictice, si je peux dire. Non, Schématisation. c'est une façon c'est un récit pour comprendre les choses. Hein. Dans la vraie vie, les choses sont beaucoup plus complexes. Malheureusement. Pourquoi? On ne sait pas. Non, du point de vue du désir intellectuel Ah oui, quelque chose, c'est frustrant quand même. de comprendre. Ouais. On veut tout simplifier, mais il faut laisser les choses complexes vivre leur vie. Non, mais c'est pour comprendre. Bueno, Alfonso, peut-être, moi, Sylvia, je me permets de demander à Alfonso, qui est mon maître, hein, donc c'est pour ça que je me permets, et mon ami, s'il doit terminer, de terminer avec quelque chose qui a un rapport avec le tango. Non, il a terminé, je pense, il répond à la question. Tu commencer la Laisse-le nuit. parler, laisse-le parler. Ah bon, tu commences à peine. Bon. Tu commences la nuit. Alors, lui chin aussi. chin. Non, ça suffit. Alors, moi, j'ai une question. Peut-être que tu l'as abordée la dernière fois, je ne me souviens plus, en fait. Quand on pense donc à la musique du Pérou, musique péruvienne, musique des Andes, on entend tout de suite la flûte. La flûte qui est aussi l'instrument, un des premiers instruments du tango. Quelle place elle a la flûte dans la musique traditionnelle? Ouais, là, quand je parlais de l'influence péruvienne, je parlais de l'influence de Lima, de la capitale, et c'est un univers culturel complètement à part. La musique de Lima, est à la musique du Pérou, comme le tango à la musique de l'Argentine. Le tango, c'est la musique de Buenos Aires. La musique afro-péruvienne, d'où la samacueca vient, c'est la musique de Lima, et c'est le rythme type les landons. C'est ce genre de 3, 4, 6 suites très cherchées, beaucoup plus complexe et plus riche que dans notre version, beaucoup plus noire. Et dans la musique de la Cordillère des Andes, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est tout bêtement qu'il y a une influence. Hein? On a un peu de 3, 4, 6 suites mélangées dans la musique de la Cordillère des Andes, du Pérou jusqu'au nord de l'Argentine, mais beaucoup moins important. On a la polyrythmie, on a un peu l'idée de la construction collective, mais la culture inca, elle était tellement forte avec ses propres instruments et ces choses qui est complètement... Donc non, on a notre musique. C'est binaire presque tout le temps. Et l'instrumentation, c'est effectivement des flûtes. Et on ne trouve pas les flûtes à Lima. Et ce n'est pas cette influence qu'on a eue, nous, dans le Sud. Par contre, oui, on l'a eu dans toute la musique du Nord-Ouest, de laquelle, oui, je parlais la dernière fois. Toute la musique du Nord-Ouest est marquée par les instruments qui viennent de l'instrumentation qui vient du Pérou. Hein. Pérou, c'est continué à être la source au niveau de la culture des Incas aussi. L'Inca, il était à Pérou. D'accord. Et alors pourquoi, peut-être en 2 mots, pourquoi la flûte était si présente dans le tango? La flûte, si elle était présente dans le tango, en tant que flûte, pas en tant qu'aérophone traditionnel pentatonique. Si tu veux, la flûte qu'on utilisait dans la colonisation, au début, il y avait à 3 notes, et c'est ce qu'on garde encore pour les vidalas et les bagualas et les chants a cappella, c'est 3 notes, ou à 5 notes, pentatoniques. Hein? C'est une gamme complètement différente. La flûte du tango, c'est la flûte amenée par les immigrants européens dans la valise. D'accord, c'était la flûte traversière. La flûte traversière, c'est la flûte, ce sont des instruments d'orchestre faciles à porter. Donc, il y avait des violons, il y avait des flûtes. Et donc, on jouait le violon et la flûte. Et ça, après,
la ville a grandi, le bordel avec un piano de temps en temps, donc on a incorporé le piano. Et petit à petit, on a viré la guitare, parce que la guitare, c'est la tradition vraiment espagnole de la chose. L'énorme immigration italienne a viré petit à petit la guitare de la formation de tango. Ça, c'est une des explications. L'autre, c'est que les grands orchestres avaient besoin d'un volume sonore que avec la guitare, on ne pouvait pas avoir. Je pense que toutes ces causes-là sont convergentes, en fait. Il n'y a pas de guitare en Italie? Pardon? La mandoline en Italie, Oui, il n'y a pas de voilà, guitare? voilà. Le mandoline, on a eu dans le premier groupe tango, il y avait le mandoline. Et d'ailleurs, c'est répandu pas mal dans le reste. On trouve la mandoline comme instrument traditionnel. Il est disparu depuis. Mais dans Ah le bah oui. carré, tout ça, ça s'est joué avec mandoline. Mandoline, violon, guitare, c'était l'instrument. Ouais. Mais c'est encore une fois un instrument qui a un volume sonore Oui. relativement limité. Et le tango, il s'est construit un peu à la croisée avec avec l'univers un peu savant de la musique. Donc, tout de suite, la formation orchestrale a séduit le- les publics et les musiciens. Mais Gardel était très attaché à la guitare. Voilà, il vient d'une époque, mais Gardel, et c'est lui qui a enregistré le premier tango chanté, Mi Noche Triste, en 1917. Donc, c'est lui, le premier, et les premiers enregistrements qu'il a fait, c'était tous avec la guitare. Mais après aussi, il a passé à enregistrer avec l'orchestre. Hein. Il y a une question d'Emilio qui demande, on peut dire que le gâteau commence dans le nord de l'Argentine, Uruguay, et sera décliné dans d'autres régions. Moi on a des références, le peu qu'on a, parce qu'en fait, il y a, la musicologie argentine, elle est très, très pauvre. Comme toute formation académique en Argentine a été avec les yeux vers l'Europe. Donc, s'il y a eu une musicologie, c'était européenne. Ils ne s'intéressaient pas du tout. Les concepts de culture locale n'existaient pas. Ce n'était pas culture, justement. Jusqu'à très tard, même une fois, même le père de la patrie, hein, je veux dire, euh, le grand intellectuel argentin, Sarmiento, son, son, sa grande trouvaille conceptuelle, c'était parler de civilisation et barbarie. Barbarie, c'était nous, c'était les gauchos. Civilisation, c'était la culture européenne qu'il fallait apprendre. Donc à partir de là, donc on a eu notre premier grand musicologue, c'était Vega, et lui, c'était en 1930 et quelques, 1940, et il a analysé archi, c'est intéressant ce qu'il a fait, parce qu'il a fait un vrai travail scientifique selon la méthode musicologique de l'époque. C'était quelqu'un de très sérieux dans son travail. Donc, on a des références grâce à lui, des instruments qu'on jouait à la Cordillère des Andes dans les années au début du siècle. Mais après, sa lecture, sa façon d'écrire, c'était catastrophique. Il n'avait pas compris qu'il y avait 6-8 et 3-4, il a écrit tout à 6-8. Il mettait les accents n'importe où. Il a essayé de comprendre un truc qui le dépassait parce qu'il n'avait pas les outils, il n'était pas musicien de musique populaire. Donc, on commence à comprendre cette musique à partir du moment où des musiciens qui jouent cette musique ont essayé de la comprendre. Mais même jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment une tradition musicologique qui s'occupe très suffisamment, sérieusement ou largement de cette musique. Et, je ne me rappelle pas quelle était la question originale. Le gâteau a commencé dans le nord de l'Argentine et de l'Uruguay. Donc voilà, c'était pour ça. Donc, non, j'ai dit, c'est les références qu'on a qui sont plutôt littéraires. C'était les gâteaux, on dansait un gâteau dans le salon de Rosas à Buenos Aires, où on parle de quelqu'un qui danse un gâteau dans une pulperia dans la Pampa, dans le sud. Donc, on trouve 1000 versions. Le gâteau correntino, c'est qui est presque disparu. C'était un type de gâteau qui avait dans la région de Nord-Est. Chez nous, le gâteau dans la province de Buenos Aires, qui est la plus ancienne, a toujours été. Le gâteau existe aussi donc dans le nord, mais le gâteau cujano a une forme différente. Je ne crois pas qu'il ait été très influencé par les gâteaux de la région de... Non, le gâteau, il est assez omniprésent dans toute la région. De faire la généalogie, d'où il vient, je ne pense pas que quelqu'un puisse vraiment dire avec autorité crédible
et ça vient plus du nord que d'ailleurs. Je ne sais pas. Très bien. Est-ce Et qu'on voilà. peut montrer la vidéo que tu m'as envoyée, le lien que tu m'as envoyé? Non, si, voilà. L'idée, j'avais montré à, à- Sylvia. à Sylvia, parce que évidemment, la porte d'entrée à notre musique argentine, c'est le tango. Le tango, c'est un peu la musique qui représente l'Argentine dans le reste du monde. Donc, comme bon argentin que je suis et amateur de tango, ma fonction en tant qu'éducateur, moi j'aime bien transmettre, ça a été c'est ce que j'aime faire. Ça a été évidemment à partir du tango, je me suis occupé, je m'occupe de la formation de musiciens de tango, d'orchestre typica, je travaille sur les arrangements traditionnels, de tous les orchestres et tout. Et petit à petit, un groupe d'élèves qui me suit pendant un certain temps, et a découvert rapidement que derrière cet univers, derrière la ville de Buenos Aires, il y avait un énorme pays avec une tradition musicale beaucoup plus ancienne et très riche. Donc, ils ont voulu aller chercher ce qu'il y avait là. Et moi, j'étais ravi de pouvoir essayer de les amener là-dedans. Mais on avait tous ces dispositifs de l'orchestre typica de tango, la formation traditionnelle de musique de tango, qui a une forme de construction orchestrale très intéressante, très codifiée, avec les timbres, les choses, la fonction de chaque instrument. Et on s'est dit, pourquoi on ne va pas faire cette recherche du point de vue du tango, du point de vue de cette formation. Et on casse une barrière qui est incassable si on était en Argentine, où les limites entre Buenos Aires et le reste du pays, ça ne mélange pas. Les musiciens même, s'ils font du tango, ils font du tango, s'ils font du folklore, ils font du folklore. Mais la barrière, elle est très, très claire. Et ça ne se fait pas. C'est quelque part, ça ne rend pas en imaginer ou ce n'est pas pertinent de les mélanger, quoi. Donc on s'est dit, on va faire une petite transgression. On va essayer de comprendre le folklore à partir de ce dispositif qui est typique. Donc on a créé une orchestre typique qui s'appelle la Típica Folklórica. C'est une formation typique qui fait du folklore. Donc je l'ai envoyé, elle, un exemple d'une chacarera jouée par l'orchestre avec des éléments de tango dans la sonorité de la construction, mais en respectant tous les éléments de rythme de la chacarera. Donc c'est une chacarera traditionnelle qui s'appelle la chacarera du violon, jouée donc par cet orchestre d'amis, sans doute d'amis en fait. Si tu veux, tu peux mettre ça. Parce que, ouais. Ok. Pas celle-là. Ça, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Pardon. Avec Milagros Caliba. Si. Non, non. Si, bien sûr. Bien sûr. Bueno, écoutez. Non, c'était pas ça.
Oh, pardon. Voilà. À la Marbrerie, oui, c'est bien ce que... Et c'était avec Milagros Caliva, qui Jules a été invité là, il fait un super solo. Et, Milagros Caliva est une grande bandoneoniste de folklore argentin, justement, qui était au passage à Paris. Donc, Et c'est très virtuose. hein? C'est assez virtuose. Bah, c'est des bons musiciens. Oui, il est très, très bon musicien. Alfonso, dans sa grande modestie, oublie de dire que c'est lui le directeur de l'orchestre et c'est lui l'arrangeur. Non, Alfonso, por favor. Bueno, me callo. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas. Et... Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? Vous pouvez ouvrir les micros hein, maintenant. Quand est-ce qu'il revient? Ben, je ne sais pas. Là, Moi, je le vois souvent, mais en Zoom. Mais ouais, je pense que ce que Alfonso nous montre mériterait d'être connu de beaucoup plus de gens du monde qu'on appelle le monde du tango parisien, même si Alfonso n'est peut-être pas convaincu que ça peut intéresser des gens. Moi, je pense que les gens, tant qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas être intéressés. Ils ne savent pas que ça existe. Ils savent qu'on danse la chacarera et puis ils gesticulent comme on peut le faire tous les autres, nous tous. Mais la musique traditionnelle argentine, pour ne pas dire le folklore, va beaucoup plus loin, comme on vient de le voir. D'ailleurs, si on imagine une reprise normale des activités, est-ce que tu as des projets avec tes différents orchestres? bah, oui, bah, avec, justement, avec la typique, on a eu des dates qui se sont annulées, effectivement, tout le temps. Si, on a 3 ou 4 concerts en perspective bientôt, une petite tournée dans la région des Pyrénées. On va jouer à un festival des Tarbes qui va être en formation réduite, Il aura lieu. formule réduite. Et on va jouer un peu à droite à gauche, oui. Dès que les choses s'ouvrent ici à Paris, on recommencera. Entre-temps, les orchestres, moi je m'occupe d'un petit réseau des orchestres écoles de musique traditionnelle argentine, les OMTA. Et donc, il y a un orchestre ici à Paris, une vingtaine de personnes, 20 et quelques. Et elle existe aussi à Marseille. Donc, j'ai un petit orchestre à Marseille et à Toulouse. Donc, et là, on travaille, on a continué à travailler activement en préparant des dates imaginaires. On va voir cette histoire sera finie, j'espère. Donc, si ça continue, donc malgré ce que tu dis, Léon, il y a une activité, il y a plein de musiciens qui s'intéressent et ces orchestres, d'ailleurs, si vous connaissez des musiciens à qui cette musique intéresse, ils peuvent s'adresser à moi et pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. Léon, il dit qu'il faut le faire connaître encore plus. C'est Ouais. pas la même chose. Voilà. Donc, si après l'activité musicale, comme vous savez tous, Oui. en ce Et moment, un jour, on refait le Tango Roots Festival. Je vous accueillerai avec faire grand cette année, plaisir à la j'espère, ça serait génial. Ouais. Ça serait super qu'on fasse quelque chose. En plus, bon, ce qu'on fait nous, c'est, avec cette formation en particulier, c'est de jouer la musique traditionnelle de façon, avec tous les codes pour qu'elle soit dansable. Hein. C'est pour danser qu'on joue. C'est un peu aussi le point de vue peut-être typique du tango. Donc, on essaye de faire ça. Donc, si vous voulez venir danser avec nous, dès qu'on jouera,
Alors, je voulais juste te poser une petite question. Comment ça s'est passé, votre tournée en Argentine, justement, quand vous avez remis les pieds dans tous Ben, ces régions avec c'était, votre orchestre? c'était très intéressant. On a joué un peu partout. On a joué dans la région du Nord-Ouest, on était dans la Cordillère des Andes, on a été un peu partout. Et Avec cette formation qu'on Oui, a oui, vue, oui, oui. avec ta formation formation qu'on qu'on a s'est vue. vue. Et c'était bon. C'était reçu avec. Les gens étaient impressionnés parce que, comme vous dites, il y a des gens qui jouent avec un certain virtuosisme là-dedans. Donc, ça c'était intéressant. Il y a une écriture particulièrement Ben soignée, oui, ce qui n'est pas oui. Ce qui est toujours pas le cas habituel. du Quoi. folklore, Il y a évidemment des brut. groupes qui font ça très bien. Mm. Et par contre, ce qui est intéressant, que pas tout le monde identifiait, même en nous voyant en face, identifiait qu'il s'agissait d'une orchestre typique de tango. Alors, c'était clairement une formation. Et l'espèce de tabou par rapport à ça est tellement grand que pour eux, non, c'est un groupe qui fait folklore. Et ils ne voyaient pas qu'il y avait quelque chose qui clochait. Là, on n'avait pas l'instrumentation traditionnelle de folklore. Et pourtant, et c'est intéressant, il fallait dire, vous voyez bien que c'est l'orchestre typique de tango. Ah oui, c'était un peu. Ils ne le rattachaient pas à leur propre culture. Ah, Non, non, ils ne reconnaissaient pas la notion de tango là-dedans. Non, Mais, c'est vrai. Mais mais ils étaient sensibles parce qu'ils étaient assez ouverts. Tu as dit tout à l'heure que c'est une culture vivante. Si, non, ça a été un vrai succès pour eux. En tant que tournée. Et pour nous, c'était une super expérience, oui, bien sûr. Et on espère pouvoir reproduire dès que ce sera possible. Voilà. Mais on vous souhaite que ce soit le plus vite possible. Ouais, vraiment. Et alors, j'ai vu d'autres questions dans le chat, mais vous pouvez ouvrir vos micros là, du coup, si vous voulez. Oui, c'est quoi je vois, c'est toi qui as le chat. Une question de Sébastien. Dans la valse argentine criollo, il y a une influence des valses folkloriques péruviennes, entre autres. Oui, c'est mon question. Oui, bien sûr que oui. Oui, dans la valse. La valse péruvienne, c'est génial parce que c'est un vrai mélange de 3/4 et 6/8. Ils font pas. Nous, dans une valse, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est une valse à 3 temps, la valse que tout le monde connaît. Et ils mélangent les 6/8 et les 3/4, mais en gardant la valse. Ça fait. On n'entend pas. On n'a pas le son. Oui, pas des sons. on n'a pas eu le son. On n'a là, pas eu ça a le son. coupé. Reprends. Ah ouais. Bon, voilà, la valse, donc je disais là, que tout le monde connaît à 3 temps, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Le péruvien, qui ont créé cette polyrythmie un peu 6/8 et 3/4, ils mettent l'élément de 6/8 dedans et ils joueraient une formulation rythmique de la valse péruvienne, ça serait 1, 2, 3, bien. 1, 2. Déjame que te cuente, Linet. Déjame que te diga la gloria del encuentro que evoca la memoria del viejo puente del río Guadalajara. Déjame que te cuente, Linet. Ça. Et nous, dans le valse criollo, il y a presque ça. On garde un ta-ta, ta-ta. La rythmique reste en 3/4, mais la mélodie est ta-ta, 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 ta-ta. La mélodie elle est très en 6/8, beaucoup plus que dans une valse traditionnelle à la façon européenne. Donc, le valse criollo garde dans la mélodie le 6/8 et dans la rythmique les 3/4. Mais il fait les 3/4 de façon très piquée. Hein? Voilà. Et une chose super intéressante, plus, souvent dans les tangos, au lieu de faire 1, 2, 3, on fait 1. On fait 1, 2, 1, 2. Il y a le deuxième temps qui est un peu accentué, une singularité. Mais s'il y a entre les valses péruanes
vals argentin, il y a le vals criollo nuestro, il y a. Et le vals criollo ou la ranchera c'est une façon de faire le vals un peu plus campagnard et encore plus piqué que le vals criollo porteño. Et, mais du point de vue de la polyrythmie, la version péruvienne est imbattable. Ouais. Alors oui, j'ai vu qu'en fait, Je voulais savoir si les danses étaient toujours pratiquées en Argentine, les danses traditionnelles. les danses traditionnelles sont très très pratiquées en Argentine dans les régions de chaque danse. D'accord. Hein. Les jeunes jouent. Vous allez à Santiago del Estero, tout le monde dans la chacarera, le escondido, le gato. Et les jeunes dansent ça. Ils participent aussi de la culture jeune universelle. Hein. C'est très ouvert. Le folklore est très ouvert. D'ailleurs, il incorpore des éléments très souvent avec un très très mauvais goût. Mais on parle des éléments très des blues ou des rock and roll vaguement mal joués dans la chacarera. Il y a ça, c'est appréciation esthétique après. Mais en tout cas, c'est très ouvert et heureusement que c'est ainsi. Merci. Tu as parlé de rock'n'roll. J'ai une question incongrue ou subversive, je ne sais pas. Il y a eu une époque à Buenos Aires où le rock'n'roll a presque supplanté le tango. Ça correspondait à d'autres phénomènes politiques aussi, mais le rock'n'roll a pris le pas. Dans les provinces, il n'y a jamais eu ça, si? Si, bien sûr que oui. Aussi. Si, aussi. Aussi, partout un peu moins, parce que la communication, les moyens de communication étaient moins accessibles, mais aujourd'hui, oui. Si, le rock, et l'Argentine a créé un rock national, avec une couleur argentine très particulière, cette espèce de pop rock très. Et qui a marqué tout le monde fortement. Ouais. C'est sûr. Oui, si, c'était important le rock aussi. Ouais. Très Il y a bien. plein de questions, je viens de les voir là. En fait, je n'avais pas vu le chat. Les danses qui accompagnent cette musique, ah ouais, ça c'était la question. Ouais, bon, non, je ne sais pas. Non, la question, je ne sais pas laquelle. Il n'y a pas de questions, il y a des commentaires. Très encourageants. Argentine, il y a une influence de la folkloriste péruvienne, ça, ok. Les danses qui accompagnent cette musique, sont-elles toujours pratiquées? Oui, ça avait posé. Oui, si, ça a été posé. Ouais. Il a répondu à tout. Hein. Oui. Alfonso. Bon. Phénoménal. Donc, on peut trouver une revue de la Salida aussi, sur le thème du tango et du folklore. Quoi? Sur le thème du tango et du folklore, en Argentine et en Uruguay. J'imagine qu'il faut aller sur le site du Temps du Tango pour le trouver. C'était une revue d'il y a environ 2 ans. Alors, je ne sais pas s'ils envoient les vieilles publications. Je dois pouvoir la retrouver encore. Je vais regarder. Si je la trouve, je vous donne le numéro. J'en profite pour vous dire qu'on recevra au mois de mai, comment elle s'appelle? France. Garcia Ficheux, non? Voilà. Et 2 autres personnes probablement qui viendront nous parler de la Salida. Ah bah d'accord. On est en train de préparer ça. Bien. Alphonse, il y a une personne qui a assisté et qui m'a envoyé un mot parce qu'elle est obligée de partir pour s'occuper de son bébé. C'est Gisela Passi, la danseuse que beaucoup d'entre nous connaissons. Et elle m'a dit, il est super ton prof, parce qu'elle savait que tu étais mon prof. Il est super ton prof. Donc je lui ai dit, il faut que vous vous connaissiez un peu plus. Oui. Donc Solange nous dit numéro 115 de la Salida. Numéro 115. De novembre 2019. Je ne sais pas si Daniel nous entend. Oui, bah c'est bien ça, c'est bien le 115. Voilà. Qui date de septembre-octobre 2019. Oui. Donc 1 an et demi. Très bien. Alors, on peut commander les anciens numéros,
Il suffit d'aller sur le site du Temps du Tango. Il y a un onglet pour la Salida. On peut s'abonner pour 25 € par an, c'est une misère. Et on peut commander les anciens numéros et les envoie dans la limite des stocks disponibles. Donc, s'il y a un sujet qui vous intéresse, comme par exemple le folklore, vous pouvez le commander. C'est intéressant, c'est sympa. Donc, voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. Merci. Merci, oui. C'est très intéressant. Oui, c'était un grand plaisir pour nous aussi. C'est toujours, comme je dis, au festival, la soirée folklore, c'est toujours une respiration en milieu de semaine, au milieu du tango. Et finalement, dans ces rencontres aussi, le folklore, c'est une grande respiration, une bouffée d'air. Et ça fait vraiment, ça fait vraiment plaisir d'en écouter du folklore, d'en entendre parler, évidemment. Et c'est vraiment très, très joyeux, très positif. Ça apporte de bonnes ondes et en ce moment, tout le monde en a besoin. Donc, merci beaucoup. Sylvia, Merci, c'était super. n'oublions pas que Alfonso est un musicien de tango aussi. Oui. Oui. Et moi, je voudrais dire une chose que je trouve, Léon, quand tu dis que les gens du tango, peut-être ils ne s'intéressent pas, c'est qu'Alfonso est quelqu'un qui touche les choses avec une finesse et une profondeur aussi. Il va chercher vraiment à la source. Et je ne dis pas que les autres folkloristes ne les font pas, mais les publics est plus habitué à avoir une chacarera, ils ne vont jamais plus loin que ça. Voilà. Ils ne vont pas, ils savent pas les liens entre una samba, una chacarera et un gato, que es lo que más ven. Un gato ni siquiera ne les voit pas. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il pense Alfonso de ça. Il est parti? Non, il est là, mais non, il n'a pas grand-chose à dire, Alfonso. Mais tu ne crois pas ils ne vont pas en profondeur. Toi, tu vas vraiment au fond des choses. Je pense que chacun a Les autres aussi, hein? Anna-Marie, Alejandro, ils vont vraiment au fond. Mais les publics, ils aiment rester parce qu'ils n'ont pas le temps non plus, n'est-ce pas? Parce que les folklores, on les fait très peu. Il y a des gens qui s'intéressent et qui prennent des cours, mais il y a beaucoup de gens qui font du tango qui n'ont pas le temps de rentrer dans les folklores. Donc, ils restent dans ces cas-là. Chacun a les vices de chacun. Moi, j'ai toujours eu le problème de vouloir intellectualiser les choses, les comprendre. Je vais soit un peu passer par là, c'est un peu ma formation et ma déformation. Donc, du coup, je vais dans ce sens-là, mais il y a d'autres façons d'appréhender, de transmettre les choses. C'est je sais pas, la réalité est multiple. C'est pas comme les autres. C'est pas, par exemple, Alejandro, quand il donne les leçons de folklore, il est très en profondeur. C'est pas ça. C'est que quand il donne les leçons, mais les publics, nous, gens, on va à las milongas, et ici, on a peu l'habitude de mélanger les folklores. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de peñas non plus à Paris. Il n'y a pas de peñas. Il y a Isabelle de la Puña qui fait des peñas des fois, mais ils ne vont pas. Nous, on avait essayé cette dernière année d'installer quelque chose de régulier. On faisait un mercredi par mois à la Marbrierie ici à Montreuil. Oui. Et on va continuer à le faire. Tout ça sera fini. C'est sympa. Il y a un petit groupe qui commence à venir, danser. Oui. Ouais. Mais aussi un peu à notre style. C'était pas la peña bruyante à fond les manettes. Il y avait un moment d'écoute, de danse, c'était plutôt tranquille. Mais si, il n'y a pas énormément parce que c'est aussi parce que le folklore, peut-être il y a une vocation un peu moins universaliste que le tango. Le tango, il parle un langage qui est beaucoup plus facile. Le fait que ce soit une musique qui est à la croisée avec une tradition
académique ou savante, ça fait que ce soit un langage beaucoup plus facilement audible et compréhensible par un public plus large. Le folklore demande un effort de changement de paradigme un peu. Oui. Donc, quand on arrive là, c'est parce qu'on a vraiment envie d'arriver là. C'est moins facile d'appréhender tout de suite. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi. Hein. Et le folklore, il est relié à ta région, tu vois. Par exemple, en France, les gens qui s'intéressent au folklore, c'est parce qu'ils s'intéressent à leur région. Il y en a peu qui s'intéressent à un folklore qui n'est pas de chez eux, tu vois. Ça m'étonnerait. Ou alors, ce sont vraiment des experts, mais c'est un peu ça aussi quand même. Et par c'est contre, très régional. C'est un peu ça, mais c'est une différence aussi. Ici, la musique traditionnelle, c'est un phénomène beaucoup moins vivant que ça reste lié à une époque, à une tradition. C'est une musique qui vient d'une région et d'une époque et d'une culture. C'est un rapport et le passé est beaucoup plus fort. Le folklore, chez nous, il est vivant, il est en production permanente. C'est pour ça que le terme folklore, je ne voulais pas trop l'associer avec le mot folklore. C'est un terme folklorique. Il faudrait, par rapport Carmen, pardon. C'est une tradition vivante, si tu veux. Donc, c'est plus musique traditionnelle d'aujourd'hui. Donc, mais est-ce qu'elle reste régionale chez vous? C'est-à-dire, il y a un élément régional, mais il y a une universalisation de folklore dans toutes les régions. Je veux dire, chez moi, on joue la chagalera, sans aucun problème, au contraire. Si. Je voudrais apporter une précision, Carmen. Je me suis mal exprimé ou j'ai été mal compris. Je ne dis pas que les gens de Paris ne s'intéressent pas. Je dis, comme ils ne connaissent pas, il y a très peu de chances qu'ils s'intéressent. Oui, je suis d'accord. Quand j'étais jeune et que j'ai découvert le jazz, je ne le connaissais pas avant de le découvrir et je l'ai apprécié à partir du moment où je suis entré dedans. Et quand on entre dedans avec quelqu'un qui explique comme Alfonso, ça donne envie, peut-être pas à 100%, mais au lieu de 10%, ben, il y aura 30%. Eh bien, c'est pas mal. Mais oui, tout à fait. Autrement dit, moi, je ne pars pas perdant dans ces choses-là. Je voudrais vous demander que vous me rappeliez, parce qu'avant les tangos, à Paris, il y a eu un grand amour du folklore. Oui. Il faut lui demander, il y a Anna Maria, par exemple. Oui, c'était lié à toute une période politique, ou toute l'époque de l'exil. C'était lié aussi à un moment de l'intellectualité française qui était politisé aussi, et dans son sens qui allait un peu dans le sens de ce qui se passait en Amérique du Sud, avec Chili, il y avait par exemple et tout ça. Donc c'était lié plutôt à ça, à cette fonction un peu politique de la musique traditionnelle. Ici, il y a un commentaire très intéressant de Brigitte qui dit « Venez en Bretagne et vous verrez la musique traditionnelle très vivante ». Et c'est vrai. Bretonne, évidemment. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc là, par rapport à la Bretagne, c'est parmi les Bretons, ça ne touche pas. C'est les irréductibles, non? Astérix. Il y a pas faire une analyse rythmique des trucs bretons. Pardon, Robert, vas-y. Il y a de quoi s'occuper. Il y a très longtemps, la musique latino-américaine était à la mode à Paris. Dans les années 70, il y avait un groupe qui s'appelait Los Incas, qui donnait un aspect de tout le folklore sud-américain qui était excellent. Mais c'est ça que dans les années 70. Hein. C'était le moment où la France, l'Europe en général, c'était la terre d'exil de tous les Argentins et Chiliens, etc., qui échappaient la vague des dictatures sud-américaines qui ont été mises en place. Il y avait toute une géopolitique qui créait ça. Donc, il y avait Non, mais la musique a pris une ampleur et qui dépassait le phénomène politique qui l'a amené. Je sais. Mais largement dépassé. Je sais, mais la porte d'entrée, ces gens-là pouvaient venir parce qu'il y avait une ouverture, on les recevait avec les bras ouverts et on leur donnait la possibilité de s'exprimer. Donc ça existait, et évidemment, ça a aidé à qu'il y ait je pense qu'il y a un jeu de plusieurs éléments, en plus du fait que c'est une musique très intéressante, très belle, et que je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Au contraire, nous étions étonnés.
Ouais. Bon, on n'arrive pas à se quitter, hein, c'est Ouais. intéressant. Tu nous as passionnés. Je voulais savoir si tu savais analyser un rythme breton. Écoute, moi, j'ai trouvé... Sans cornemuse. J'ai trouvé très intéressant la musique bretonne, et pas que... Et très intéressant la façon dont il gère la musique traditionnelle en Bretagne et ailleurs, et les modales. Il travaille sur les modes, sur certains types de gammes qui... Et il est traité d'une façon très différente à nous. Ici, elle est pas, quand on joue la musique modale, elle n'est pas harmonisée. Il y a un bourdon toujours, des basses qui jouent la note fondamentale, et la mélodie qui joue contre ça. Et ça crée une texture très particulière, et ça crée un univers non harmonique où on suit la ligne mélodique, on suit la rythmique. Chez nous, il y a tout un jeu d'harmonisation qui est devenu super complexe parce qu'on s'est mis à harmoniser les modes, la musique modale, donc ça crée des systèmes bimodales, des choses qui ont un air complètement différent. Donc pour moi, c'était super intéressant d'écouter ces modes avec lesquels je suis très familiarisé, parce que c'est les modes qu'on joue nous dans différentes régions, mais dans un contexte harmonique complètement différent. Donc oui, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai toujours pensé qu'il y a de quoi faire des fusions et des mélanges très intéressants. Et il y a eu des mélanges divers, de la musique bretonne notamment, avec plein de musiques du monde entier. Je écoute des musiques bretonnes qui jouent avec des musiciens arabes ou nord-africains, et c'est génial. Donc c'est une musique qui a une vocation de se mélanger et de s'ouvrir. Moi, je trouve ça fascinant. Après, on dit dans diverses régions de France, c'est sûr qu'il y a du folklore partout. Il y a une espèce de renouveau du folklore, il y a tous les fêtes de folklore, de la musique trad, mais ça n'a pas le même sens. C'est une espèce de récupération d'un truc, de remise en valeur de quelque chose qui continue à avoir la valeur de représenter une identité. Et c'est lié le rapport entre l'identité. C'est pas un folklore qui parle de la vie de tous les jours, c'est un folklore qui parle de folklore. C'est un peu comme le tango qui parle de tango. Ici, pour moi. Peut-être je me trompe. Ouais. Bon, les amis, je pense qu'on peut... Très bien. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant, toujours. Merci Sylvia aussi. Merci. Merci à vous tous d'être présents. Donc la semaine prochaine, on reçoit Sandra Remolino. Et la semaine d'après, on reçoit Carmen Aguilar. Oh, Carmencita. On ne va pas louper. Hein. C'est les tangos au début. C'est pas Carmen, c'est les tangos au début, la danse. Oui, mais c'est toi que j'invite. Voilà, et bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci Sylvia. Merci, Merci Sylvia.